Présence à tous et merci d'être venus de loin, parfois comme du Chili, pour échanger sur ce thème qui concerne tout particulièrement l'époque que nous vivons et les questions qu'elle suscite, mais qui est aussi fondateur de la psychanalyse. Ce thème étant complexe, j'ai préféré cette année évoquer le lien entre les colloques lors de la réception ce soir à la municipalité, réception à laquelle je vous convie de venir tous, parce que c'est un soutien vraiment constant et qu'il est bon que nous ayons ces échanges avec cette mairie très active, donc dans les salons de l'Hôtel de Ville ce soir, et prendre un peu de temps pour ouvrir le sujet, tout en laissant quelques minutes à Jean-Pierre Lebrun, afin de passer un peu de relais, sinon de passer le relais total pour les introductions. Je remercie mon ami Bénédicte Héron pour tout le travail et les moments de réflexion et de questionnement que nous avons partagés pour ce colloque. Alors, le thème de cette année, la négativité, le travail du négatif, est un des thèmes qui m'interroge le plus. C'est aussi celui qui a suscité le plus d'étonnement, d'interrogation, de surprise dans l'équipe. Et puis, dans un monde où seul le positif a sa place, comment donner envie de venir assister à notre colloque avec un titre pareil ? C'est pourquoi le titre d'origine, la négativité, est devenu négatif-positif. Et nous avons gardé le sous-titre du travail du négatif. J'espère vous montrer, à travers le cheminement qui a été le mien, des auteurs à la clinique, de la clinique aux auteurs, que ce thème est un des plus fondamentaux, surtout pour un public qui s'intéresse à la psychanalyse, à la médecine, à l'éducation, aux sciences humaines, et qu'il fait scansion puisque c'est le 10e colloque. Alors, affirmation, négation, on va parler les fondements, on va mettre là un peu de théorie au départ. C'est d'abord à partir du texte très connu de Freud, La négation, que mon interrogation a été suscitée, et c'est de là que je partirai. Vous allez maintenant penser que je veux dire quelque chose d'insultant, mais je n'ai vraiment pas cette intention. C'est ainsi que Freud commence son article. C'est une réflexion fréquente que lui font ses analysants. Nous comprenons qu'il s'agit là du refus d'une idée qui surgit à l'instant par projection. Les patients disent aussi « Vous demandez qui peut être cette personne dans le rêve. Ma mère, ce n'est pas elle. » Nous rectifions, donc c'est la mère. Nous prenons la liberté, lors de l'interprétation, de faire abstraction de la négation et d'extraire le pur contenu de l'idée. C'est comme si le patient avait dit « Pour moi, c'est vrai, c'est bien ma mère qui m'est venue à l'esprit à propos de cette personne, mais je n'ai pas envie d'accepter cette idée. » Ma citation de Freud est un peu longue parce que c'est la base de la suite. Un contenu de représentation, dit-il, ou de pensée refoulée peut donc percer jusqu'à la conscience, à condition qu'il se laisse nier. La négation est une manière de prendre connaissance du refoulé. C'est déjà à proprement parler une levée du refoulé, mais ce n'est certes pas une acceptation du refoulé. On voit comment, dit Freud, ici, la fonction intellectuelle se sépare du processus affectif. Il poursuit, mais d'où vient cette fonction intellectuelle du jugement ? Nier quelque chose dans le jugement signifie en fait, c'est quelque chose que je préférerais plutôt refouler. C'est le remplacement intellectuel du refoulement. Le non en est la marque. Ainsi, par le symbole de la négation, la pensée se libère des limitations du refoulement. Et Freud parle de deux fonctions du jugement. La première, qui est d'attribuer ou de refuser une propriété à une chose, bonne ou mauvaise, utile ou nocive. En somme, la première fonction du jugement, c'est de savoir si quelque chose de perçu doit être admis ou non dans le moi. Et si on parle de manière un petit peu plus dans les pulsions, dans le langage des anciennes motions pulsionnelles, on pourrait dire ça. Ceci, je veux le manger ou je veux le cracher, et en poursuivant la transposition, ceci, je veux en moi l'introduire, et ceci, hors de moi l'exclure. Le moi-plaisir originel veut s'introjecter tout le bon et jeter hors de lui tout le mauvais. C'est là, dans ce texte fondamental, pour qui s'intéresse à médecine et psychanalyse, que Freud introduit quelque chose de l'intrication des pulsions avec l'acte de juger, de la parole avec la pulsion,
selon le principe de plaisir. Mais dans le premier temps d'origine, avant l'expulsion possible, il y a une indifférenciation, il n'y a encore rien d'étranger, et donc rien de mauvais. Freud précise ensuite l'autre décision que la fonction de jugement doit prendre. Une chose représentée, en somme, dans le moi, existe-t-elle réellement? Peut-elle se retrouver dans la perception, c'est-à-dire, dans Freud, on va dire pour la réalité? C'est de nouveau une question du dedans et du dehors. Dedans, le non réel, dit Freud, c'est-à-dire ce qui est représenté, le subjectif. Et dehors, est-ce que vraiment le réel est présent? Dans cette question, vous le voyez, il ne s'agit plus de plaisir, mais d'une épreuve de réalité. Et toutes les représentations proviennent, il nous dit, toutes les représentations proviennent de perceptions, elles en sont des répétitions. À l'origine, l'existence de la représentation est donc déjà une garantie de la réalité du représenté. Le but premier et immédiat de l'épreuve de réalité n'est donc pas de trouver un objet correspondant au représenté dans la perception réelle, mais de le retrouver, de se persuader qu'il est encore présent. Eh bien, cette reconnaissance de l'inconscient du côté du moi s'exprime dans une formule négative. Ce n'est pas ma mère. La négation est une preuve de l'inconscient, mais il n'y a pas de non dans l'inconscient, il n'y en a pas besoin. Nulle preuve plus forte, nous dit Freud, de la découverte réussie de l'inconscient que lorsque l'analysé y réagit avec la phrase « cela, je ne l'ai pas pensé » ou « à cela, je n'y ai jamais pensé ». Alors, comment on arrive à la notion de pensée? À la fin de son article, Freud prend conscience de l'importance de ce qu'il vient de mettre à jour. L'étude du jugement nous ouvre peut-être pour la première fois à la compréhension de la naissance d'une fonction intellectuelle à partir des pulsions, des motions pulsionnelles primaires. Sa polarité semble correspondre à l'opposition de deux groupes de pulsions. Donc l'affirmation serait le substitut de l'unification, ça appartient à l'éros, à la négation, à l'amour, et la négation, successeur de l'expulsion, appartient à la pulsion de destruction. Mais l'opération de la fonction du jugement n'est rendue possible que par la création de ce symbole de négation. C'est ce symbole qui permet à la pensée un premier degré d'indépendance à l'égard des conséquences du refoulement et par là à l'égard de la contrainte du principe de plaisir de répétition. Alors ces thèmes ont été repris par d'autres et entre autres Jean Hippolyte qui était spécialiste de Hegel, on avait parlé dans le séminaire de Lacan. Il avait préféré traduire Verneinung, je ne fais pas d'allemand, je vais être un peu embêtée pour la prononciation, par dénégation. Il dit « Freud énonce, la dénégation est une Aufhebung du refoulement, mais non pour autant une acceptation du refoulé. » Et Aufhebung, c'est le terme de Freud emprunté à Hegel qui veut dire à la fois nier, supprimer et conserver. C'est une sorte aussi de synthèse, ça veut dire aussi soulever. Mais lorsqu'il s'agit de dire ce qu'il entend dans la phrase de Freud, l'autre phrase de Freud, l'intellect se sépare de l'affectif, Hippolyte va plus loin. Peut-être ce qui naît ici est la pensée comme telle, mais ce n'est pas avant que le contenu ait été affecté d'une dénégation. Alors, comme c'est un texte difficile et tout ça, mais que ça me paraît être un peu nécessaire pour tout ce qui va suivre, en particulier aussi pour les cas cliniques, il distingue deux notions de négation. La première est liée à la pulsion de destruction. Freud en désigne le vestige dans le négativisme qui caractérise certains psychotiques. Et la deuxième est ce qui se produit si le psychanalyste oblige le patient, à accepter dans son intelligence ce qu'il niait tout à l'heure. L'analysé revient sur sa dénégation, il la nie, et pourtant le refoulement est encore là. On voit bien cette séparation. Et il en conclut, il faut donner à ce qui s'est produit un nom philosophique, qui est un nom que Freud n'a pas énoncé, dit-il, c'est la négation de la négation. Ce qui apparaît ici, c'est donc l'affirmation intellectuelle, mais seulement intellectuelle en tant que négation de la négation. On voit bien que l'intellect se sépare en acte de l'affectif. Alors Lacan reprendra aussi tout ça et donnera des outils cliniques. Pour Lacan, la pensée de Freud permet un véritable éclairage des structures physiopathologiques et du même coup de la théorie de la technique. Cette pensée de Freud éclaire, entre autres, la nécessité d'une affirmation inaugurale, Bejahung, pour qu'il y ait négation et donc refoulement. Tout usage de la négation suppose une Bejahung préalable,
dont on n'a aucune trace directe, mais qui revient à travers les formes voilées de la parole inconsciente. Symptômes, par exemple, c'est ce qui se passe dans la structure névrotique. Deuxième, qu'est-ce qui arrive quand cette Béa-Jung ne se produit pas? Cette affirmation inaugurale. Lacan l'illustre à partir du cas de l'homme au loup, ce qui n'est pas reconnu, ici la castration, fait irruption dans la conscience sous la forme du vu, d'une hallucination, celle d'un doigt coupé. Ce qui n'est pas reconnu dans le symbolique revient dans le réel, dit-il. C'est le mécanisme de la forclusion, caractéristique de la structure psychotique. Et enfin, il peut arriver que la reconnaissance des perceptions de la réalité, Béa-Jung, oui, je sais que les femmes n'ont pas de pénis, coexiste avec son démenti, non, je ne puis croire que j'ai vu, et ce que j'ai vu et qui me menace, j'élis donc un substitut contingent que je tiendrai pour équivalent de ce que ma perception m'a appris qui manquait. Cette reconnaissance et son démenti coexistent sans dénégation, sans refoulement. C'est le déni des aveux qui provoque le clivage du moi. Christian Gaudin, quand il était venu nous parler un petit peu de Hegel, nous rappelait philosophiquement la dénégation, c'est un refus de reconnaître comme sien, tandis que le déni, c'est le refus de reconnaître comme existant. Alors, il est important de repérer ces différentes formes de négation qui déterminent la structure afin de déterminer le sort de l'analyse. Et comme dans la pluridisciplinarité, dans le public varié que nous sommes, on est des fois obligé un petit peu de donner les bases et d'essayer de les voir à travers plusieurs lunettes. Alors, si on ne peut pas développer ici, bien sûr, ces structures, on s'aperçoit quand même de l'importance déjà de ce qui va être le travail du négatif. Alors, ni Freud, ni Hippolyte, ni Lacan ne parlent de négativité, mais on le trouve dans ce livre qui nous a aidé un peu à avancer pour préparer le colloque d'André Green, qui est un psychanalyste décédé en 2012, qui est connu mondialement, enfin sur son travail du négatif. Donc, ce livre nous introduit tout de suite à la pensée de Hegel, car c'est lui qui a utilisé le premier le terme de négativité. Christian Gaudin nous en parlera, et sans doute Cynthia Fleury aussi, dans la préface de la phénoménologie de l'esprit. Et dans les années 50, Henriet, Lacan, Kojève, etc., avaient quand même bien montré et été intéressés, il y avait une attirance, on va dire, des psychiatres pour Hegel. Alors, comme c'était difficile, je vous dis, nous avons essayé de travailler ça avec Christian Gaudin. On s'aperçoit que la pluridisciplinarité est vraiment indispensable pour essayer d'aller un petit peu plus au fond des choses. Pour donner un aperçu de cette pensée selon Hegel, elle est celle d'un déploiement et d'une progression dialectique procédant par contradiction surmontée vers une conscience totale du réel que lui nomme savoir absolu. L'esprit, la réalité devenue consciente d'elle-même, ne peut advenir que par une série de négations, c'est-à-dire de dépassements successifs de contradictions. Et ce terme de dépassement désigne chez Hegel l'acte de supprimer, de nier, mais tout en conservant, sans anéantir. Ainsi, le bouton de rose disparaît-il dans l'éclatement de la floraison, la fleur nie le bouton, et en même temps, elle le conserve. Et vous verrez là, vous voyez là comment on peut reconnaître l'influence du philosophe sur la pensée de Freud. André Green analyse le concept de négativité essentiellement chez Freud, mais aussi chez d'autres auteurs qui ne sont pas du tout inspirés par Freud. Lui-même parlera beaucoup d'hallucinations négatives, on verra dans les cas cliniques. Et les auteurs sur lesquels il s'appuie pour parler encore du travail du négatif sans la pensée de Hegel, c'est par exemple Winnicott. Winnicott aborde le négatif par l'analyse de ce qui se passe avec ses patients, en constatant l'importance de l'aspect négatif des relations. Il suggère que les expériences traumatiques qui ont mis à l'épreuve la capacité d'attente de l'enfant à l'égard de la réponse ardemment souhaitée de la mère conduisent, faute de cette réponse, à un état où seul ce qui est négatif est réel. Qui plus est, la marque de ces expériences serait telle qu'elle s'étendrait à toute la structure psychique et deviendrait indépendante, pour ainsi dire, des apparitions et disparitions futures de l'objet. Donc,
la présence de l'objet finit par ne plus modifier le modèle négatif qui est devenu caractéristique des expériences vécues du sujet. Dans le cadre analytique, on peut penser à la réaction thérapeutique négative. L'autre auteur, c'est Bion. Je cite Green. Tout le problème de la structure psychique tient dans les deux issues possibles face à la frustration, nous dit Bion, l'élaborer ou l'évacuer. Notons ici la double intervention du négatif. Du côté de la frustration, phénomène psychique relevant de la négativité, bien sûr, par l'absence de satisfaction attendue, et le redoublement du négatif dans la solution, qui consiste à évacuer la frustration, c'est-à-dire s'efforcer de la tenir pour inexistante. Bion, à côté de l'amour et de la haine, va rajouter un troisième terme, la connaissance, et il a pris soin de lui attribuer une double valeur, positive et négative, pour révéler la puissance propre au négatif. En introduisant l'idée d'une connaissance négative, Bion se fonde effectivement sur des expériences rencontrées dans toutes les analyses. Il y distingue les effets de l'incompréhension, not understanding, et de la méprise, misunderstanding. Chacun comprend d'emblée que la méprise, le malentendu, est porteuse d'une ambiguïté dont les conséquences sont loin d'être toujours regrettables, ménageant ainsi la possibilité d'une heureuse surprise à la découverte d'un autre sens, alors que la non-compréhension met un terme au développement du processus de compréhension. Le terme de connaissance négative ne se contente pas de qualifier le négatif par une insuffisance ou un déficit, elle lui donne un statut et la psyché du patient met en œuvre le non-comprendre lorsque celui-ci a tout intérêt à rendre son entendement sourd. Green termine son introduction par ce qu'il appelle une forme de négatif radical, limite, celle que nous donne à observer la psychosomatique. C'est un point qui, dans la pratique, m'a toujours interrogée, en particulier lors d'une étude que nous avons menée au cours des présentations cliniques à la maternité sur le déni de grossesse, mais aussi au cours de présentations cliniques en médecine interne avec Pierre Philippe. Ces présentations ont débouché sur une thèse, les paradoxes apparents de la compliance au traitement dans les maladies chroniques. Nous avons dû essayer de comprendre pourquoi les patients mettaient en jeu, voire risquaient jusqu'à l'extrême, leur propre vie. Dans son livre, André Green évoque bien sûr Pierre Marty, puisque c'est un de ceux qui a fondé, la psychosomatique. Il est clair que la majorité des conceptions psychosomatiques font implicitement référence à une négativité affectant le psychisme, dont on ne saurait sous-estimer l'importance. À cet égard, deux traits doivent être soulignés. Le premier concerne le caractère normal du psychisme du patient atteint d'une psychosomatose pour son entourage, alors que le psychosomaticien décèle derrière cette normalité plutôt une sorte de sclérose psychique avec pensée opératoire, dépression essentielle. On verra certainement demain un cas de pensée opératoire, notamment dans l'art. Et ce qu'il y a de remarquable, c'est le lien entre cette réduction psychique et le risque vital encouru par le patient. La mort n'est pas que psychique, elle paraît survenir au terme d'une désorganisation interne dont les causes psychiques semblent plus que probables et pourtant inintelligibles. On se trouve même à la limite des possibilités d'intervention de la psychanalyse. Force est de constater que la mort est présente au rendez-vous plus souvent qu'à son tour. Nous avons connu cela dans la série des patients que nous avons inclus dans cette thèse. Alors, cette polysémie de la négation, on voit bien qu'on est obligé de la mettre sous la houlette de la linguistique. C'est vraiment quelque chose qui s'impose. Green n'a cité que les auteurs les plus marquants, Hegel, Winnicott, Bion, Marty, d'autres, mais parce qu'ils se retrouvent dans une certaine manière de penser à travers le travail du négatif. Mais ce qui distingue Hegel des autres, c'est que la psychanalyse ne se situe pas sur le seul plan des idées. Elle se réfère à une expérience qui se donne d'abord sous l'angle de sa positivité, mais surtout qui s'ancre dans les pulsions, rendant visible ce qui est invisible. Green fait remarquer que la démarche la plus justifiée pour rendre compte de cette polysémie est celle qui dicte à Freud l'article sur la négation, l'approche linguistique.
qui est au fondement de toute élaboration sur la question. Nous aurons pendant ces journées, tout à l'heure, l'intervention d'un linguiste, M. Paul Capot, qui a beaucoup à dire sur la négation. Il participe au projet Déclic de Mylène Blasco, qui travaille sur la langue des médecins soignants et psychanalystes dans les présentations cliniques et qui donne lieu à 2 thèses très intéressantes qui sont en cours. C'est après l'observation de ces patients, mais aussi après des recherches de linguistes contemporains, bien sûr, il n'y avait pas eu encore Saussure, etc., mais d'Amourette et Pichon, que Freud a écrit La négation. D'Amourette et Pichon ont montré la richesse particulière des formes de la négation en français. En général, elle s'exprime par 2 termes, ne d'une part et les adverbes pas, rien, jamais d'autre part. Le ne peut être utilisé de 2 manières, accompagné de que, pour désigner soit l'exception, cela ne concerne que moi, personne sauf moi, soit la discordance, qui à elle seule est une fonction mentale authentique, il est moins pauvre qu'il ne paraît. Quant aux adverbes caractéristiques de la négation, ils désignent un souhait de ne plus considérer les faits auxquels ils s'appliquent comme appartenant à la réalité. Il s'agit donc d'une néantisation que d'Amourette et Pichon ont appelé forclusion, empruntant ce terme, comme vous le savez, au droit. Et la forclusion en droit, c'est la perte d'un droit par absence d'exercice dans les délais prescrits. Lacan reprendra ce terme. De la riche littérature linguistique sur la négation, André Green a fait une place particulière à Culioli, qui est décédé en février de cette année. Je retiendrai de cet auteur quelques conclusions qui me paraissent adaptées à l'introduction de ce colloque. Il n'existe pas de langue naturelle où l'on puisse observer un pur opérateur négatif. Il existe une opération primitive de négation, celle-ci s'étend des conduites signifiantes verbalisées ou non, à 2 registres, celui du mauvais, inadéquat, défavorable à rejeter, on peut penser au refoulement, et celui de ce qui comporte un vide, un hiatus, une absence, on peut penser à la forclusion. Comme vous le voyez, cette formulation d'un pur linguiste n'est pas très éloignée des catégories de l'article de Freud, jugement d'attribution qui oppose le bon et le mauvais, jugement d'existence qui distingue entre ce qui est et ce qui n'est pas. Sa 3e conclusion, la négation primitive se développe et donne naissance aux négations construites. Et quelque chose d'important aussi, il n'y a pas de négation sans construction préalable du domaine notionnel, pas plus qu'on ne peut la concevoir en dehors d'un ensemble de relations. La conclusion finale étant que c'est la négation qui permet la représentation des possibles. Dans ce cheminement de l'expérience clinique où je m'interrogeais avec toutes ces théories aussi, en outre sur les défenses mises en œuvre par les patients dans leur cure, s'est produite une première convergence, notre rencontre l'an dernier avec François Julien. C'est le petit plus qui a précipité le choix du thème de cette année vers le négatif. À la fin de son intervention sur la décoïncidence, le coprésident du colloque de 2017 a longuement interrogé le négatif. La coïncidence, dit-il, s'endort dans son adhérence. Dès lors, ce qu'introduit la décoïncidence n'est pas tant l'entame que l'aiguillon du négatif. La perspective de la décoïncidence sera la promotion de la conscience. Alors, le thème du 10e colloque devenait, sinon évident, nécessaire. À l'époque où l'idée a émergé, une autre coïncidence a fait que j'étais témoin une fois de plus de l'expérience étonnante qu'est pour un enfant l'apprentissage de l'écriture. Lorsqu'un enfant apprend à écrire, lorsqu'il apprend à reconnaître les lettres de l'alphabet, une certaine fixité du graphisme est nécessaire. Au début de l'apprentissage, toute variation de forme, si minime soit-elle, est source d'erreur. Mais cette fixité nécessaire à l'apprentissage et à la reconnaissance de l'alphabet ne doit pas persister par la suite. Elle deviendrait ce que j'appelle une fixation, si on empêchait les petites variations du graphisme, les petites différences, les enjolivures qui sont les reflets d'une personnalité ou des effets de calligraphie ou d'art. Rien de plus singulier que l'écriture d'un sujet. C'est parce qu'on nie l'existant, qu'on le dépasse dans l'action, négation de la négation, qu'on arrive à une certaine positivité. Mais ce n'est pas le retour en boucle au point de départ. François Julien dirait « c'est par décoïncidence qu'advient l'essor ».
À l'opposé de cette négativité constructive, le travail du négatif exerce parfois ses effets en biologie d'une manière destructrice. Au début de l'embryogénèse, toutes les cellules sont totipotentes, puis elles vont se spécifier. Certaines vont encore rester pluripotentes, puis toutes vont devenir les cellules de tel ou tel organe et se fixer à une seule fonction. Cette fixité sera la règle pour toutes les cellules de l'organisme. Chaque cellule reste fixée dans sa forme, dans sa fonction, à moins que ne survienne quelque chose d'une grande négativité sous l'apparence d'une fausse positivité. C'est la négativité liée à la perte des limites, à la perte du contact, la négativité de la folie de la cellule devenue sans contrôle, le cancer. La cellule s'est déspécifiée. Dans ce cas, je ne dirais pas que c'est une négation de la négation par dépassement dans l'action, car ce serait une cellule qui apprendrait à faire autre chose, qui inventerait par nécessité. Je dirais que c'est un retour au point de départ sans négation de la négation qui seul amène à un dépassement. Ce dépassement, par contre, existe dans les mutations responsables de l'évolution. Dans le cancer, la cellule perd tous les caractères de l'organe auquel elle appartenait. Ces cancers très indifférenciés, les plus graves, métastatiques, avec ces cellules devenues plus totipotentes, ce n'est qu'un retour sans nécessité, non justifié, non adapté au point de départ, et qui plus est un retour incontrôlé, voire incontrôlable. Eh bien, cela peut s'appliquer à beaucoup de domaines. Au départ, toutes les possibilités existent, avant que progressivement, puisqu'il s'agit d'un processus, apparaisse une sorte de fixité dans un certain état, avec possibilité ou non de fixation. Chacun dans sa propre vie peut constater l'effet de ce processus. Au fil du temps s'établissent les caractéristiques d'une personnalité, un style, disait Foucault. C'est la fixité singulière dont je parle. Quand il n'y a plus de changement possible avec la souplesse nécessaire, on entre dans la fixation. C'est ce qu'on retrouve dans l'objet de la psychanalyse, le symptôme, qui est la part la plus singulière et la plus fixe du sujet. C'est ce qu'on retrouve en particulier dans son mode de jouir, qui est sans doute le point le plus impossible, ou du moins le plus difficile à changer. Dans la plupart des cas, la personnalité évolue tout au long d'une vie, parfois par discipline, avec une volonté d'atteindre un idéal, un but. Autrefois, on appelait ça l'ascétisme ou le moralisme, c'est plus bien à la mode. Mais parfois aussi de manière plus naturelle, moins contrainte, sans but particulier, par un décalage de vision que l'on accepte parfois en creusant un écart, comme le dit François Julien. Un écart entre la vie vue et vécue comme jusqu'à présent et autre chose qui n'est pas définie, mais qui est simplement l'ouverture qui permet le décalage, une ouverture sans visée finale et qui fait place à l'invention. Alors, la simple constatation que les choses coïncident si bien qu'elles sont impossibles à changer fait apparaître le côté négatif du positif. Quand un sujet souffre d'un symptôme trop douloureux ou d'un événement traumatique, la psychanalyse peut être le lieu de cette décoïncidence. Un pas de côté, un décalage peuvent provoquer une prise de conscience, dévoiler des semblants et permettre au sujet de s'en écarter, de s'arracher à la fixation dans laquelle il était avec sa souffrance et ses symptômes. C'est ainsi qu'il lui est possible d'accéder de son propre gré à une autre vision des choses, le psychanalyste n'étant là, avec son savoir-faire, que pour le guider vers un possible écart et ses conséquences, peut-être l'invention d'une version moins douloureuse de son être au monde. Laisser émerger des possibles. C'est ainsi que François Roustan explique son action lorsqu'il cherche à faire sortir un sujet d'une plainte liée au corps et que l'hypnose permet un petit décalage par rapport à son enfermement. Nous l'avions vu l'an passé. Alors, en conclusion, sommes-nous dans une société du déni de la négativité ? Le négatif, dans sa polysémie, nous l'avons vu, et ses modalités diverses que nous avons vues, en acte dans le refoulement, comme symbole de la négation qui permet ce refoulement, dans la constitution du sujet, dans ses dépassements, l'écart qui permet le progrès, donc ces modalités diverses de travail, le négatif n'a pas que des effets pathologiques. Il est nécessaire de dire non pour intégrer le langage et la communauté des hommes, nous dit Catherine Ferron. Le non est l'élément moteur de notre humanité. À travers la sublimation, qui est déviation de la pulsion, il est à l'œuvre dans la création artistique, scientifique. Il est de tous les progrès de notre civilisation. Mais d'où vient que le non, qui fait accéder au meilleur de l'homme, se manifeste aussi et de plus en plus aujourd'hui par une négativité destructrice ?
Jean-Pierre Lebrun a apporté des éléments de réponse l'an dernier. Voyez qu'il y a du lien entre les colloques en présentant son livre Un monde sans limite. Il pose que nous serions dans une époque de mutation inédite du lien social qui mène à l'émergence de nouveaux sujets. Il les appelle les néo-sujets. Ce changement profond est décrit comme le passage d'une société hiérarchique avec la consistance mais l'incomplétude à une organisation sociale prétendant à la complétude, donc sans place d'exception, mais, dit-il, inconsistante. Les néo-sujets de cette nouvelle société seraient construits individuellement et collectivement autour d'un démenti de la négativité et de la castration symbolique. Son livre est très intéressant. L'an dernier, à propos du burn-out, Pierre Marchal, voyez encore des liens, a parlé d'escamotage du manque dans la logique économique actuelle de consommation. Cette année, son intervention aura pour titre La négativité impossible. On avance. Alors, sommes-nous dans une société sans manque ? L'omniprésence d'Internet, des téléphones portables, des tablettes, des fournisseurs d'informations et d'amitié illimités ne sont pas sans effet de saturation sur les enfants et sur leur capacité à se développer dans la parole et dans leur subjectivité. Les professionnels des troubles 10 vont nous en parler. Que de sujets à discuter pendant ces 3 jours. Nous allons nous y mettre. Voilà. Mais merci Marie-Elisabeth d'avoir balayé comme ça un peu, sans doute rapidement, trop rapidement pour qu'on puisse vraiment le suivre, mais suffisamment quand même que pour qu'on puisse avoir en tête toute la question de la négativité un peu dans le travail des psychanalystes. Mais je voudrais peut-être revenir sur un ou deux points et finalement peut-être partir simplement de votre constat du début, là, que les gens se sont dit, mais attendez, si on parle négatif, attendez quoi, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on va encore déprimer plus les gens, ils sont déjà déprimés, alors le négatif, bon. Alors, si c'est ça, moi je le prends plutôt comme un symptôme tout à fait congruent et paradigmatique presque de notre société. C'est à savoir qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout branchés, spontanément en tout cas, sur le fait que la négativité n'est pas quelque chose d'un avatar, d'un ratage, c'est pas de ça du tout dont il s'agit, c'est constitutif. Pas du tout la même chose. Alors je peux évidemment me plaindre de ce que ce soit constitutif, je ne sais pas s'il y a encore une instance qui peut entendre ça, mais en attendant, plaindre ou pas, ça ne change pas. La négativité est constitutive. Elle n'est pas constitutive du monde animal en général. Elle n'est constitutive que du monde humain. Pour une raison toute simple, c'est qu'il n'y a que les humains qui font l'usage du langage, de la parole, et donc du système symbolique compliqué, complexe, qui est ce langage et cette parole, et que c'est ce système-là qui impose la négativité. Alors, c'est tout bête, c'est tout simple, mais c'est pas simple de percevoir que ça nous concerne à chaque instant. Là, on aurait tendance, et surtout avec ce qui se passe aujourd'hui, de croire que c'est pas comme ça que ça se passe. En quoi c'est tout bête et tout simple, mais que si vous avez besoin, ce que nous avons tous, de parler, si nous sommes pris dans la parole, si nous échangeons grâce au langage, et ça n'exclut personne, évidemment, hein, même pas les sourds-muets, parce qu'ils sont pris aussi dans le langage. Hein, mais je dis, si nous sommes pris dans cette disposition-là, qui nous caractérise, ça définit notre espèce, eh bien, si c'est cela, il faut l'entendre comme quelque chose qui permet de dialectiser la présence et l'absence. C'est-à-dire qu'au fond, vous n'êtes pas le nez sur les choses. Nous ne sommes pas le nez complètement sur les choses. Nous avons toujours une sorte de recul, de distance. Je ne vais pas développer ça longuement, mais c'est vraiment quelque chose qui nous constitue. La réalité psychique elle-même n'est rien d'autre que ce qui résulte de la constitution, de cette façon de fonctionner qui nous est propre, à savoir de parler, d'être pris dans le langage. Et donc, cette négativité n'a rien de quelque chose de dramatique,
qu'il faut éliminer à tout prix ou qui viendrait troubler votre espoir ou notre espoir de bonheur ou tout ce que vous voulez. C'est pas de ça dont il s'agit. Absolument pas. C'est le fait que c'est vraiment constitutif. Et du coup, j'inverse la formule. Si c'est constitutif, si c'est quelque chose qui caractérise l'être humain depuis qu'il est humain, alors là, question, si je n'ai plus dans le discours sociétal la représentation de cette négativité, si elle n'est plus là, si elle ne se fait plus entendre à tous les tournants, comment va se transmettre ce qui est le trait essentiel de l'espèce? Et j'ajoute supplémentairement que nous venons bel et bien de basculer là depuis quelque temps dans un autre monde, puisque au fond, la manière dont depuis 25 siècles nous transmettions la négativité, c'est, pour le dire largement, on n'est pas dans les détails finaux ici, hein, largement, la loi du père. C'est par là que ça passait. Vous le reprenez de manière très simple, mais l'autre maternel, le premier autre maternel, donc les deux autres là qui s'occupent d'un enfant, d'un non-parlant, d'un qui va devoir intégrer qu'il y a à parler, c'est-à-dire à accepter le renoncement à coller, le renoncement à l'immédiateté de la chose, le renoncement à voir tout de suite. Eh bien, les deux autres qui étaient là, c'était un premier autre qui avait plutôt la charge de la présence, la mère, et un autre qui avait plutôt la charge d'intégrer, de faire intégrer l'absence. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le père n'est plus ce qu'il était. Le père a été balayé par l'évolution sociétale. Il ne s'agit pas du tout de s'en plaindre. Il s'agit de faire le constat tout simple et tout bête. Si c'est lui, qui a tort d'ailleurs, mais a servi, a été le modèle par lequel on a intégré la négativité, qui est constitutive de notre dimension d'humain, alors qu'est-ce qu'on fait si ce levier-là, que des générations entières ont utilisé, n'est plus utilisable? Eh bien, on fonce dans ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on pense que du coup, il n'y a plus de négativité à intégrer. Or, c'est tout à fait faux. La négativité n'est pas à intégrer à cause du papa ou du père fouettard, ou du méchant qui vient dire « tu ne peux pas tout avoir ». Et ça, je trouve qu'il faut bien se rappeler quand même que le travail de Freud s'est organisé à une époque où c'était encore la fonction paternelle qui avait le poids qu'elle avait, même si elle était déjà en train de battre de l'aile. Bon. Il n'empêche que ce que Lacan nous a quand même appris de manière, je trouve, le plus précis, c'est que cette négativité, hier introduite par le père, au fond, ne relevait pas du père. Elle relève du langage. Et le père n'était que le moyen, le levier qu'on utilisait pour faire entendre qu'il ne s'agissait pas d'aller dans la vie en croyant simplement que tout allait... Bon, on savait très bien qu'il y avait à intégrer cette négativité pour pouvoir faire face. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec la question du bonheur, sauf que, qui est prescrite aujourd'hui, et qui viendrait presque dire que le négatif, on ne va quand même pas parler de ça, ça va encore faire moins de gens à solliciter, ils vont encore moins venir parce que c'est du négatif. Mais ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Si vous voulez, si nous voulons continuer à penser que le bonheur est à toutes les portes et qu'il y a moyen d'obtenir chaque fois ce que vous voulez en le demandant et en l'obtenant de quelqu'un, vous pouvez continuer dans ce sens-là. Mais nous sommes garantis, assurés, que de toute façon, ça n'aboutira pas à la satisfaction escomptée. Il faudra bien que vous intégriez une part d'insatisfaction qui nous est structurellement constitutive. On n'y coupe pas. Il n'y a personne ici dans la salle qui va éduquer ses enfants en leur faisant entendre qu'ils vont avoir tout ce qu'ils veulent dans la vie. Ou alors vraiment, ou ils sont naïfs, ou ils ont je ne sais pas quoi, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Attendez. Vous riez parce que ça a l'air évident, mais malheureusement, il y a quelque chose du discours sociétal qui aujourd'hui fonctionne un petit peu comme ça. Et il fonctionne d'autant plus comme ça en médecine, pour nous nouer à la question de la médecine directement, c'est qu'en médecine, aujourd'hui, je lisais encore par hasard un petit extrait d'un livre d'Olivier Rey sur l'heure et malheur du transhumanisme qui a l'art d'aller toucher des petits points précis. Vous savez que mon hypothèse que j'ai soutenue, qui n'est pas d'ailleurs très originale, c'est que
Claude Bernard est venu subvertir la médecine, puisqu'elle n'était plus la question du médecin et du malade, mais qu'elle est devenue, grâce à lui, la question de la médecine et de la maladie. Bon. Parce que la médecine a subi, et tant mieux d'ailleurs, et a suivi ce tour de science absolument prodigieux, puisqu'elle est aussi à la base de toutes les capacités nouvelles qu'elle a acquises en quelques siècles. Donc il s'agit de nouveau pas du tout de la discréditer, il s'agit simplement de prendre en compte que quand on fait un tournant scientifique aussi net, ça a des conséquences. Et une des conséquences, c'est quoi? C'est que la question de l'humain, du sujet, de tout ce qui est la spécificité de la singularité, des paroles des gens, tout ça, ça tombe. Ça n'a plus beaucoup d'importance. Pourquoi? Eh bien, regardez, c'est très simple. Claude Bernard, il n'y a dans la nature rien de troublé ni d'anormal, tout se passe suivant des lois qui sont absolues. Je dis que le mot exception est anti-scientifique. En effet, dès que les lois sont connues, il ne saurait y avoir d'exception. Voilà. C'est très intéressant. Ça veut dire qu'au fond, dès que c'est des lois scientifiquement connues, il n'y a plus l'étude du sujet. Il est parti, il est hors circuit. Bon. Or, c'est celui-là qui nous intéresse. Et c'est la raison pour laquelle, je suppose, vous insistez et vous tenez ce cap psychanalyse et médecine, puisqu'à la fois il s'agit de veiller évidemment au meilleur de la production de ce que nous sommes capables de faire médicalement, évidemment, mais en même temps, nous ne pouvons pas ne pas tenir compte de ce que, en poussant la pédale de la technicité, de la scientificité de plus en plus, le risque, c'est que la dimension du sujet, de la subjectivité, de la singularité, tout s'effondre, disparaisse, coule, et sans même nous en apercevoir. Parce qu'il y a quelque chose de très intéressant là, donc on ne parle pas, il y a des phrases assez, il y a une formule par exemple de François Jacob ici que je trouve assez remarquable quand il nous a amené, parce qu'il nous dit ceci, je ne sais pas si je vais la retrouver, mais peu importe, il dit qu'au fond, la question aujourd'hui, c'est que ce ne sont plus que ceux qui s'occupent de la biologie et du vivant ne s'occupent plus en fait que des algorithmes. Bon. C'est-à-dire qu'on peut très bien faire des travaux les plus aigus aujourd'hui en ne sachant plus même que c'est sur le vivant qu'on travaille. Bon, enfin, je ne vais pas retrouver la formule, mais c'est quelque chose d'assez intéressant. On est d'ailleurs parfois surpris quand on va dans les universités ou qu'on a rapport avec ce qui se passe à la façon dont chacun est parti dans sa recherche privée à lui, comme sur un tapis roulant, moi je dirais, on est sur des tapis roulants, et il n'y a plus ce lien avec l'enjeu même de ce pourquoi et à quoi il doit servir ce qu'il fait comme travail. C'est un peu les effets de tout ça qui est en jeu aujourd'hui. Alors, je vais beaucoup plus loin, mais je voudrais quand même vous rappeler une formule de Lacan, parce que je trouve qu'elle est pas mal, elle dit très bien ce qu'il en est. Ici, je l'avais repéré là, parce que... Bon, alors, ça y est, disparu. Non, je la reprends dans son élément le plus simple. C'est simplement ceci, c'est que toute formation humaine, dit-il, a pour essence et non pour accident de réfréner la jouissance. Bon. Ça veut donc dire que si on est un être humain, c'est-à-dire parlant, en tout cas dans sa potentialité, le fait même de parler introduit une perte de jouissance. Bon. Nous savons tous ça très bien, mine de rien. C'est pas un scoop, hein. C'est quelque chose que vous savez, tout le monde sait ici, même s'il n'a jamais fait de psychanalyse. Comment? Eh bien, si vous avez envie de quelque chose, l'espoir, c'est que l'autre qui soit là devine ce que vous avez envie sans même que vous deviez le demander. Ça, c'est vraiment le côté super, quoi. Eh bien, figurez-vous qu'en faisant cela, vous échappez à devoir mettre en mots ce que vous souhaitez, ce que vous attendez, parce que dès que vous le mettez en mots, il y a quelque chose d'une perte qui va avoir lieu. Parce que dès que vous mettez les choses en mots, il n'y a plus l'adéquation entre la chaîne signifiante des mots qui est discontinue et la continuité de votre ressenti de ce que vous attendiez. Bon, les enfants connaissent ça. Il y a certains enfants qui se réfugient dans une position où ils ne veulent pas demander. Ils ne veulent pas demander, ils attendent que l'autre repère ce qu'ils demandent.
Bon. C'est des positions tout à fait subjectives, tout à fait fortes parfois, dont on a difficile d'ailleurs à les bouger, tellement ils ont acquis la conviction que... Alors, vous imaginez tout un social comme ça, qui ne donne plus ou n'a plus le sentiment, le sentiment n'est pas le mot juste, hein, n'a plus la perception que, il ne faut pas que j'aille trop loin, moi, que n'a plus la perception que cette négativité est incluse dans la constitution subjective humaine, alors on se trouve à un système où il ne s'agit plus que de demander, contre-demander, recevoir ce qu'on attend. Et le système, il va fonctionner comme ça. Mais il va venir quelque part mentir. Il va venir gravement mentir à quiconque se construit dans le cadre de cette société-là. Et c'est là que nous avons quelque chose je dirais pour moi, je le prétends, d'une responsabilité politique grave, lourde, comme psychanalyste, puisque nous avons repéré que ces questions-là, nous ne pouvions pas les éluder, justement, de la négativité. N'empêche que, je vous ai quand même un tout petit peu dire un petit peu de plus, c'est que simplement, la thèse que je soutiens, c'est que nous ne voulons pas le savoir, mais nous sommes dans la suite de ce que cette négativité qui était hier au programme par le biais du père, et entendez bien, ce n'était pas le père la cause, c'était le père le levier pour faire entendre qu'il y avait là quelque chose qu'il fallait intégrer. Le fait que ce ne soit plus au programme nous a littéralement petit à petit affaibli, à estomper, à presque effacer le fait que la négativité était à l'intérieur de chacun de nous. Et ça, figurez-vous que ça va avoir un effet de raz-de-marée. Ça va avoir un effet de raz-de-marée parce que ça engendre toute une série de conséquences dont il n'est pas impossible que certains déjà les prévoient. Et c'est en cela que je vous lis, que je vous évoque ce philosophe coréen qui s'appelle Byung-Chul Han, qui écrit « La société positive est en train de réorganiser entièrement l'âme humaine. Il évoque même à cet égard que la psychanalyse freudienne présuppose la négativité du refoulement et de la négation. Vous l'avez d'ailleurs rappelé. Et à ce titre-là, il dit d'ailleurs qu'elle n'est plus adéquate. Bon. On peut déjà lui renvoyer que la psychanalyse lacanienne s'est quand même décalée de ça, heureusement, mais ça ne suffit à mon avis pas encore, parce qu'il ajoute alors la dépression, le burn-out ou le syndrome de déficit d'attention renvoie plutôt à une surcharge en positivité. Donc nous avons des maladies de l'excès aujourd'hui, des maladies de l'hubris, si on peut le dire comme ça, un nombre alors que hier, la négativité était incontournable par le biais des interdits fondamentaux et des choses comme ça. Et ça, c'est quelque chose que vous savez, il y a un livre, je ne connais plus le nom de l'auteur, un livre d'enfant qui s'appelle... un livre d'enfant qui a pour titre Le Vide, c'est de Anna Lienas. C'est un très beau petit livre. Il raconte l'histoire d'une petite fille qui sent un trou à l'intérieur d'elle-même. Elle va d'abord essayer de le combler, de le remplir, de l'effacer, et pourtant, en fin de compte, la seule solution qu'elle va trouver, c'est, en s'apercevant que les autres ont aussi ce trou à l'intérieur d'eux-mêmes, qu'il faut qu'elle fasse avec ce trou qui nous est commun à tous. C'est tout simple, c'est tout bête. Eh bien, ce travail-là, d'identifier qu'il y a un trou, il y a Valère Novarina, qui est un poète que j'aime beaucoup, et qui dit « Nous sommes les seuls animaux à avoir un trou dedans ». Et c'est tout à fait juste. Nous sommes les seuls animaux à avoir un trou à l'intérieur. Eh bien, ce travail-là, de métaboliser petit à petit, de faire tout le trajet de l'enfance et de l'adolescence, pour arriver à pouvoir soutenir son désir à partir d'un trou qui est dedans, eh bien ça, c'est le trajet qui est aujourd'hui presque mis en péril, tellement le discours sociétal fait entendre qu'il pourrait très bien être possible de ne pas avoir à se confronter à cette difficulté. Ça va donner, dans la suite, une série de problèmes nouveaux, inattendus, de gens qui, en quelque sorte, se seront construits sans avoir besoin de faire cela. Vous allez me dire, mais ça n'est pas possible. C'est tout à fait possible.
pour une raison très simple aujourd'hui, dont on ne perçoit pas encore l'envergure qu'elle va avoir, c'est que dans le monde d'où nous venons, il n'y avait pas d'autre solution. L'enfant devait commencer par s'assujettir. C'est-à-dire qu'il recevait les règles autour de lui. Il fallait qu'il les intègre. Il n'y avait pas de discussion à cet égard-là. C'est comme ça. Et après un petit temps, s'il avait fait ce travail, pendant ce temps-là, il s'était construit sa subjectivité, eh bien, il avait la possibilité de se rebeller, de s'opposer et de trouver sa voie propre et d'apporter d'ailleurs de plus la spécificité que ce que sa singularité avait découvert d'un universel qui concernait tout le monde, il l'apportait comme contribution à la vie sociale. Ce modèle était comme ça, et c'est le modèle de la réalité psychique, et il ne changera pas. Il ne changera pas. Mais figurez-vous que le discours sociétal, avec cette loi du père et avec cette modalité de faire entendre qu'il y avait cette négativité, il allait dans le même sens. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on fait entendre que le discours sociétal ne dit plus ça du tout. En revanche, il dit à l'enfant, très tôt, très très tôt, tu as le droit de faire comme tu crois avec cette affaire-là. Tu n'es pas obligé, tu n'es plus contraint. D'ailleurs, les contraintes, aujourd'hui, plus personne ne supporte ça. Tu n'es plus contraint. Qu'est-ce que ça lui donne comme pouvoir nouveau? Ça lui donne un pouvoir nouveau de dire, mais si c'est comme ça, si je ne suis pas vraiment contraint, si j'ai le choix, je peux donc choisir. Et si je peux choisir, je peux décider que je ne le prends pas. D'où la position du décrocheur scolaire, qui n'est pas du tout en bagarre avec l'école, qui simplement estime que ça ne le concerne pas, ou que ça ne le concerne plus. Cette position nouvelle de la subjectivité qui est liée à l'émergence du monde d'aujourd'hui est celle d'un enfant qui est légitimé par le droit pour pouvoir objecter aux contraintes qui lui seraient faites. Il y a les contraintes qui lui sont faites, les méchantes du mauvais papa ou de la mauvaise maman, admettons, mais ce n'est pas celles-là qui sont importantes. C'est les contraintes de la condition langagière, à savoir que vous allez être pris dans une obligation de ne jamais savoir vous dire entièrement qu'il y a des différences de place, enfin, il y a une série de choses que je ne vais pas développer ici, mais qui sont incontournables pour faire face à ce qu'exige une vie humaine et pour pouvoir en tirer quelque chose qui soit la construction d'un désir qui vous est propre. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui, je trouve, est mis en péril. Donc, la négativité, pour moi, quand vous avez dit au début de votre exposé, Marie-Elisabeth, que beaucoup de gens ne voulaient pas qu'on parle du négatif, eh bien, malheureusement, je crois que c'est le symptôme même que nous avons à traiter. C'est-à-dire de ne pas entériner, de laisser croire que la vie humaine se passe sans confrontation au négatif. Chaque être humain se lève le matin avec une certaine dose de mélancolie parce que de toute façon, la journée ne lui apportera pas ce qu'il a rêvé, ce dont il a rêvé. Bon. Eh bien, si vous enlevez cette dimension-là de l'existence, vous rendez incapable le sujet d'encore faire face à ce qu'il va lui tomber dessus de toute façon, à savoir que la satisfaction entière, il ne la trouvera pas. Alors, dites-moi comment vous faites en laissant croire à tire-larigot que l'on peut être dans le positif, dans la satisfaction, dans la réponse à la demande, dans tout ça, et en même temps de permettre à un sujet de trouver sa voie dans ce qui est la difficulté de faire aujourd'hui avec cette dimension qui est littéralement pas encore fort close, à mon avis, mais déjà très estompée, voire même parfois déjà effacée. Voilà ce que je voulais rajouter pour... voilà. Merci beaucoup pour cette excellente introduction, cet excellent commentaire. Et ça donne donc 3 jours de travail pour essayer cette année de lutter un petit peu, l'année suivante un peu plus, et de faire passer ce message essentiel. Il y a quand même quelque chose que je voudrais me poser, puisqu'on est dans l'interdisciplinarité. Est-ce qu'il y a déjà une société qui est passée par... cette espèce, alors bien sûr, les moyens techniques ne le permettaient pas, c'est ce que dit, mais est-ce qu'il y a déjà un exemple d'une société qui aurait essayé d'échapper à la loi du langage, à la loi de la condition humaine? Bien sûr, on ne va pas parler de la préhistoire, puisque là, c'est un autre domaine. Mais voilà, est-ce que ça existe, ou est-ce que c'est que de la fiction que des auteurs ont pu... Non, je crois que c'est dans Homère. Depuis que l'humain existe, le vœu d'échapper à c'est ce que les Grecs appelaient l'hubris. Hein. Donc ça existe déjà chez Homère. Le problème, c'est que nous en disposons. Nous disposons de moyens techniques
transhumanisme. Nous disposons de moyens techniques qui peuvent faire penser que hier, les pauvres Grecs, ils le rêvaient, ils exagéraient, mais ils n'avaient rien à leur disposition. Nous pouvons le réaliser, première chose. Deuxième chose, dans ce mouvement de le transmettre, n'apparaît même plus l'existence de l'hubris. Vous ne vous sentez pas dans l'hubris si vous ne travaillez qu'à un tel... C'est tellement parcellisé aujourd'hui que plus personne n'a ce rapport, comme je disais, à ce que c'est que le vivant comme tel. Enfin, c'est une difficulté. Donc, vous avez aujourd'hui des modalités qui sont en train de se... Oui, d'abord de s'aggraver considérablement, enfin dans le bon sens, là, beaucoup de possibilités, mais ce sont des possibilités qui donnent qui font un saut épistémologique en quelque sorte, parce qu'elles deviennent, c'est ça que je crois que j'aimais bien la phrase de Jacques Monod quand il dit tous ceux qui travaillent sur le vivant aujourd'hui ne travaillent plus qu'avec des algorithmes, c'est-à-dire ils travaillent avec du matériel, et ce n'est pas une critique en soi. Ça demande simplement une réflexion. Mais ils travaillent avec que du matériel de cet ordre-là, et donc ils n'ont plus eux-mêmes tout de suite la sensibilité que ce travail qu'ils font est en rapport direct avec ce que nous faisons. Oui, donc de la mythologie à la réalité, quoi. Et c'est peut-être aussi un problème de voir qu'on ne s'intéresse plus assez aux sciences humaines et aux sciences, notamment par exemple en médecine. Je pense que si on est dans cet écueil, c'est parce qu'on ne va pas assez du côté de ce que la mythologie, de toutes les mythologies, nous ont appris dans les excès de l'humain. Oui, mais le problème de la mythologie, c'est qu'elle n'est plus en concordance avec la scientificité de notre temps, c'est ça. Elle est considérée comme un vieux système, voilà. Alors qu'au fond, c'était déjà bien décrit dans la mythologie, c'est vrai. On peut très bien décrire, il y a des gens qui l'ont fait d'ailleurs, l'Iliade et l'Odyssée, surtout l'Odyssée, comme un trajet pour devenir humain. Tout ça à quoi il faut renoncer, depuis Ulysse avec qui doit s'attacher au mât pour essayer de faire face, il y a toute une série de choses qu'on peut dire. Vous devez renoncer à une série de choses pour obtenir autre chose. Il y a là toute une... Mais je pense que malheureusement, depuis les deux catastrophes du XXIe siècle, Auschwitz et Hiroshima, pour le dire comme ça, nous avons désormais des moyens que l'industrialisation et la sophistication ont permis, qui viennent tout à fait bousculer complètement cette hubris. Elle lui donne un autre caractère désormais. Mais il faudrait développer ça beaucoup mieux. Je voudrais vous répondre mal, mais bon, des années, oui.